bonsoir à tous. On est mardi, il est 20h30. C'est l'heure de votre rendez-vous avec votre bistrot d'Allez le LOSC, le 6e édition du bistrot. Un bistrot où se trouvent les supporters du LOSC pour échanger sur l'actualité du club. Au sommaire ce soir, en première partie, qu'est-ce que c'est que ce match? La rubrique traditionnelle sur le dernier match du LOSC. Aujourd'hui, on revient sur Strasbourg-Lille. On verra ensuite, on fera le point sur le tirage de l'Europa League et on analysera avec notamment le forum à LOSC quelles sont les chances du club par rapport à ces trois adversaires. Et en dernière partie, on terminera par une première approche du derby. Bon, certes, c'est dans 15 jours, et puis la semaine prochaine, sans dévoiler un scoop, on fera une spéciale derby avec quelques surprises. Mais on fera un tour d'horizon pour ce derby qui s'annonce passionnant. C'est un derby sur le podium, donc on aura nos premiers sentiments. Ce soir, avec nous, des supporters du LOSC comme d'habitude. Alors, un petit nouveau, on a Michael. Michael, bonsoir. Bonsoir. On a un revenant, Erwan. Erwan, bonne soirée. Bonsoir François. Et on a le taulier, l'habitué des lieux, Georges, qui veut pas nous quitter, qui est toujours présent. Bonsoir Georges. Bonsoir, c'est le principe du bistrot. Hein. Oui, il y a les clients et il y a les piliers. On a bien compris où tu te situais. Et puis bien sûr, vous avez Arnaud, donc qui est notre homme à tout faire, qui réalise l'émission, l'homme sans qui le bistrot d'Aélos serait toujours fermé. Et avec nous, donc. Bonsoir Arnaud, et avec nous, donc, nous avons bien sûr les supporters internautes qui peuvent intervenir de plusieurs façons. Donc sur le forum Allez le LOSC, ils ont déjà répondu à un premier sondage, notamment sur le tirage de l'Europa League. On y reviendra tout à l'heure. Vous avez également la possibilité d'intervenir en direct sur le chat de Twitch, qui diffuse donc en direct l'émission. Et troisième possibilité, vous pouvez intervenir également en commentaire sur le Facebook d'Allez le LOSC, sur lequel, effectivement, vous pouvez suivre également l'émission en direct. Nous sommes là, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Donc, je vous propose de commencer par la première rubrique. Qu'est-ce que c'est que ce match? Retour sur Strasbourg-Lille. Strasbourg-Lille 0-3, une démonstration. Qui veut commencer? Allez, Georges, tu as peut-être plus d'habitude que les autres. Oui, donc démonstration qui est arrivée sur le tard quand même, parce qu'il y a une première mi-temps qui a été un peu compliquée à gérer quand même. J'ai trouvé que les Strasbourgeois jouaient un petit peu sur le seul ressort sur lequel, quelque part, ils pouvaient nous mettre mal, c'est-à-dire sur le physique. Il y a eu beaucoup d'engagement, beaucoup d'abnégation. C'était une première mi-temps pas évidente, quoi. On a senti les Lillois pas mal bousculés, je trouve. Et puis il y a un but qui arrive comme ça, un peu au milieu de nulle part dans cette première mi-temps. J'irais un coup de rein de notre ami turc. Enfin, un coup de rein à Strasbourg, c'est la moindre des choses, hein, mais cette frappe splendide. Et puis voilà, qu'on se retrouve devant au score à la mi-temps. En ayant plutôt subi sur le premier acte. Et par contre, la deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus arrivé au niveau d'une formalité. Disons que là, le LOSC a repris les choses en main. Et là, oui, ça a été assez large et assez tranquille, quoi. Michael, tu as vu le match aussi à la télévision? Ouais, bien sûr. Ton avis? Alors, mon avis, je partage un peu l'avis de notre camarade, à l'idée que par rapport à tout ça, on voit que Lille a encore une grosse marge de progression quand on regarde ce qui se passe avec Jonathan David et Yilmaz, qui eux m'ont encore une fois laissé dubitatif d'un côté, mais d'un autre côté hyper surpris, parce qu'on voit que ça commence à se trouver, ça commence à arriver légèrement, et tout ce que j'espère, c'est que on aille au bout des choses, mais on a eu un très bon. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un beau match avec une belle équipe strasbourgeoise qui essayait vraiment tant bien que mal en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, bon, malheureusement, on a été un peu plus fort. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était un très très beau match. Erwan, ton analyse, elle rejoint celle de nos collègues? Elle rejoint totalement une démonstration de 45 minutes. On a une première mi-temps vraiment poussive.
Notamment, j'ai un gros travail du milieu de Strasbourgeois pour museler Renato, justement, qui est monté en puissance, surtout en deuxième mi-temps. La première mi-temps, il y avait de l'envie, on sentait qu'il était là, mais c'était un peu plus c'était poussif. Après, on a eu contre Strasbourg ce qu'on a manqué contre Marseille, c'est la finition. Et du coup, ça, c'est bien. C'est bon signe de voir qu'on a de la réussite. Le but de Selic qui vient de nulle part, même le deuxième but, au final, de Renato qui franchit la ligne, parce qu'on avait encore un poteau de Yilmaz. Donc ouais, comme disait Mickaël, une grosse marge de progression, mais qu'on en soit à ce niveau-là déjà à cette partie de la saison, c'est très prometteur quand même. Alors Arnaud, les statistiques du match plaident un peu en la faveur d'un match plutôt équilibré, voire même parfois en faveur de Strasbourg. Alors j'ai par exemple 45% de possession pour Strasbourg, 55% pour Lille, donc ça vient dire le contraire. J'ai 7 tirs non cadrés contre 3 pour Strasbourg. J'ai 6 tirs cadrés contre 3 donc, pour Lille, donc apparemment un peu plus d'efficacité. J'ai 12 corners pour Strasbourg contre 1 pour Lille. Donc on voit bien que c'est pas une domination complète. Comment tu as vécu le match, Arnaud ? Ah ben moi j'ai vécu ça comme une bonne concrétisation. Encore une fois, on parlait la semaine dernière, beaucoup de personnes parlaient du bus strasbourgeois. Et en fin de compte, moi j'avais pas pensé ça. J'ai pensé que ça allait être vraiment une équipe de Strasbourg qui allait être combative, qui allait vraiment jouer pour gagner des points justement parce qu'il était quand même à domicile et qu'il perdait pas mal de points depuis le début de la saison. Et ça a été le cas. Moi, c'est une belle surprise parce que Strasbourg, sur le match que j'ai vu, sur le match de dimanche dernier, Strasbourg ne mérite pas sa place de 18e. Ils font du beau jeu. Après, c'est vrai que devant, ça va pas. Donc, mais par contre, c'est vrai que nous, on a eu de la chance. Comme disaient les autres ces personnes qui sont en ligne là, on a eu un but venu de Zelik venu de nulle part. Franchement, quand on regarde un peu le tir qu'il nous fait, c'est vrai que le ballon part un peu de côté et c'est magnifique. Mais bon, des buts comme ça, plusieurs grands attaquants le mettent aussi. Après le but de Renato Sanchez, c'est vrai que heureusement il y a le petit bip sur la montre de l'arbitre aussi. Et le troisième, Yilmaz, encore une fois, comme un vieux renard des surfaces, il résiste à la charge du défenseur et marque le troisième but. Moi, franchement, ça a été un match que je voulais voir et que j'ai vu. Et c'était vraiment très agréable. Oui. Alors, quel est pour vous le meilleur joueur lillois du match ? On va faire un petit tour de table rapide. On va commencer par Georges. Quel est le joueur que tu retiendrais ? Sur le collectif, pas évident, mais je mettrais quand même peut-être, parce qu'il y en a plusieurs, on a parlé du match, la deuxième mi-temps de Sanchez, mais peut-être pour son éclair, justement, en première mi-temps, je mettrais Selic, parce qu'il a encore été très costaud aussi défensivement. Donc, ouais, je mettrais Selic, moi. Erwan ? Je mettrais Renato Sanchez. Difficile de pas le citer parce que il met le deuxième but. Il a rayonné au milieu de terrain en deuxième mi-temps. Vraiment un match parfait de sa part. Et peut-être le match qui va vraiment lancer sa saison, comme la saison dernière à Strasbourg où il se lance au milieu de terrain. Il nous fait une fin de saison exceptionnelle. Après, en deuxième, Bradaric, que je trouve de mieux en mieux également. Je balance entre ces deux-là. Et toi, Mickaël, tu retiens un joueur en particulier ? Alors, moi, il y en aura deux. Il y aura Selic, forcément, puisque il fait quand même une très très belle partie. Et quand on regarde sur les matchs précédents, on avait du mal à le trouver. C'était pas très très évident. Par contre, en seconde, moi, je mettrais quand même Benjamin André, parce que Benjamin André, il s'est battu comme à Lyon, quoi. Comme d'habitude. Ah ouais, non, mais là, plus que d'habitude, en plus, il nous a fait un tête à claque. Oui, j'ai vu effectivement ce tacle absolument exceptionnel, ce coup de boule au ras du sol, c'était remarquable. Alors moi, j'ai trouvé un site dont je vous donnerai pas le nom parce que je l'ai complètement oublié. J'ai juste imprimé les notes du match et les commentaires, mais j'ai trouvé ça assez joliment formulé. Alors, le meilleur joueur pour ce site, c'est Sanchez, qui obtient la note de 8. Le commentaire, c'est Ruud Gullit était sur le terrain aujourd'hui. C'est quand même sympa. Selic, qui obtient la note de 7. 2 points. La prochaine fois, il tirera du rond central.
Et puis pour aller dans le ton finalement de vous trois, Ilmaz, qui obtient une note de 6, qui est troisième, crâne rasé, prêt à partir à la guerre, l'armée turque du LOSC risque de faire mal cette saison. Et puis on a aussi Botman, on n'a pas parlé de la défense, mais on reviendra après ligne par ligne, qui obtient une note de 7. Et puis donc le commentaire, c'est depuis le début de la saison, c'est masterclass sur masterclass, prêt à mettre le grand Zlatan dans sa poche. Voilà. Je vous propose peut-être. Alors, Strasbourg, comment vous les avez trouvés? Est-ce que on a parlé tout à l'heure de l'attaque qui était décevante. La défense, avez-vous trouvé? Alors, elle manquait de sel. On a fait la blague la semaine dernière. C'est vrai qu'il était absent. Est-ce que vous avez trouvé une défense solide ou peut-être qui était plutôt fragile en deuxième mi-temps? Arnaud, tu n'as pas parlé depuis quelques instants. Alors la défense de Strasbourg, non, enfin moi je dis qu'elle n'a pas eu de chance, on va dire, parce que franchement quand on voit un peu cette équipe, moi je trouve que c'était une bonne équipe. Il y a rien à dire, elle a été combative. Après c'est vrai que nous on est tellement costaud, que ce soit derrière et au milieu, que on peut rien faire, qu'ils peuvent rien faire les autres. Mais pour nous la défense de Strasbourg, on a David qui est absent toujours, donc moi je pense qu'il y a un petit problème pour l'instant, c'est que en attaque on a que Ilmaz. Le moment où David va se réveiller réellement, on va peut-être voir la différence. Mais après David a été un peu meilleur par rapport aux autres semaines, il a été un peu plus combatif. Mais c'est pas encore ça, hein, donc on verra par la suite. Alors, vous savez qu'on a les commentaires en direct sur le chat de Twitch et on a le retour de KH qui nous dit que pour lui l'homme du match c'est Sanchez et qui remercie Jojo d'avoir mangé des biscottes ce week-end pour éviter d'aller chercher du pain et que le LOSC encaisse un 3-0. Donc c'est une petite remarque par rapport à la semaine dernière. Donc KH qu'on salue et qu'on invite une nouvelle fois à participer à l'émission de façon plus orale. Il est le bienvenu et qu'il nous contacte sur nos messageries habituelles. Donc reprenons peut-être chaque ligne de l'équipe en partant peut-être par la défense pour changer. La défense du LOSC, comment vous les avez trouvés? Maignan, la défense centrale et les deux défenseurs latéraux. Michael? Moi, je t'avouerai sincèrement que j'ai trouvé une belle défense, mis à part le côté de Bradaric en première mi-temps où on voyait que ça venait quand même pas mal de ce côté-là. Mais sinon, ouais, il y a eu du mieux en seconde mi-temps et on a vu que ça a resserré les lignes. Hein. C'était nettement meilleur. Ils avaient beaucoup de mal à nous passer, ça c'était clair. Erwan? Brouillon en première, Impérial en deuxième. C'est-à-dire la première, il y a eu quand même pas mal de situations de cafouillage où on a eu de la chance que les Strasbourgeois n'ont pas concrétisé. Mais en deuxième mi-temps, c'est la copie parfaite, quoi. Vraiment rien à dire. Et peut-être un petit bémol aussi sur Maignan, son jeu au pied, parce qu'il nous fait un dégagement à un moment qui peut nous coûter un but. Et pour le coup, moyen. Mais heureusement que c'est sans conséquence. C'est un peu l'héritage de Bernard Lama au poste de gardien du LOSC. Hein. De temps en temps, il en fait une comme ça, mais heureusement, il se rattrape quand il est sur sa ligne. Georges? Ouais. Enfin, en même temps, Maignan, c'est vraiment sa première. En effet, elle est énorme cette année, mais c'est sa première parce que je trouve que l'Erlance, depuis le début de la saison, il a été très bon, quoi. Là, pour le coup, il a failli nous faire mal. Moi, j'ai trouvé que la première mi-temps, c'est peut-être un peu plus indulgent parce que je pense que je ne vais pas anticiper sur le milieu, mais on a été tellement bouffé que forcément, il y a eu beaucoup de déchets. C'était du rat football, mais il fallait tenir aussi la ligne. Donc, c'était pas flamboyant. Il y a eu beaucoup de déchets. C'est vrai que c'était pas terrible en première. Le but vient quand même d'un défenseur, donc ils ont été prépondérants. C'était un peu hurrah football, mais ils ont tenu. Et en effet, la deuxième mi-temps, dès que l'équipe s'est un peu réglée plus globalement, la défense. Mais d'ailleurs, on parle de la domination de Strasbourg en première mi-temps. Ils n'ont pas eu quand même un nombre d'occasions énorme. Hein. Mais sur la relance, c'était très moyen. Je trouve que par contre, au niveau purement défensif, c'est resté costaud, quoi.
Mais les relances étaient souvent en effet dégueulasses, quoi. Plein de ballons qui sont partis en touche sur des passes et des relances qui n'étaient pas compliquées, quoi. Il y a eu et par contre très belle deuxième mi-temps. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les statistiques. Hein. Strasbourg a très peu de tirs cadrés, des tirs non cadrés, mais donc apparemment beaucoup de maladresse donc sur devant le but. Arnaud, tu as quelque chose à dire sur la défense, notamment la défense centrale finalement. Botman Fonte est toujours aussi fort. Oui, toujours été assez costaud. Enfin, Botman a été un peu moins rustre sur les attaquants adverses, parce qu'à un moment donné, j'ai eu peur, c'était contre Nantes, où il était un peu trop direct et il aurait pu avoir quelques cartons. Alors là, pour moi, il a été parfait. On n'a pas trop entendu. Quand on n'entend pas trop un défenseur, c'est que c'est bon. Il fait son boulot et c'est ok. Après Fonte, oui, il est excellent. Hein. Après, on verra bien ce qui va être, parce que là, il a le Covid, d'après ce que j'ai compris. Pour le derby, je pense qu'il sera en pleine forme. Normalement, le délai pour rester chez soi, c'est 7 jours. Donc, a priori, il a le temps de revenir en pleine forme. Et puis, je pense qu'il aura beaucoup de motivation. Justement, à propos du derby, il y avait plusieurs joueurs qui étaient sur le coup d'un carton jaune et d'une suspension pour le derby. Aujourd'hui, ils ont été très sages contre Strasbourg. Donc, visiblement, personne ne sera touché par cette suspension. Il y avait notamment André qui était sur le coup qui était sous ce risque-là. Il y avait également Renildo. Mais donc on échappe finalement à un handicap supplémentaire lors du prochain match contre Lens. Au niveau des milieux de terrain, on l'évoquait tout à l'heure, donc un petit peu en dessous en première mi-temps, et après donc le milieu qui se restabilise et qui finalement redonne un coup de boost à l'équipe. C'est un peu ton analyse, Mickaël ? Ouais, parce que moi j'ai un peu vu en première mi-temps que ça jouait, ça avait du mal à jouer bas. En fait, il jouait très, très bas au lieu de très, très vite monter. Donc ça c'était un peu, je crois le problème du jeu, parce que quand on voyait que Renato lui redescendait tout le temps un peu trop, alors qu'il devait jouer un peu plus en hauteur. Après, j'avouerais sincèrement que comme Strasbourg tentait d'attaquer un peu plus et qu'on était un peu plus sollicité par l'attaque strasbourgeoise, c'était un peu normal que les milieux redescendaient. Mais je trouvais qu'ils ne remontaient pas assez vite. Enfin, ça, c'est mon analyse. Mais en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux, puisque déjà Strasbourg attaquait beaucoup moins et on attaquait nous beaucoup plus. Donc c'était nettement mieux. Erwan, tu partages cet avis ? Je partage cet avis, ouais. Je pense aussi que la stratégie de Strasbourg de justement harceler constamment Renato a porté ses fruits en première mi-temps, parce que je trouve que c'est ça justement qui l'incitait à descendre bas. Il était un peu perdu après, une fois qu'il s'est libéré du marquage en deuxième mi-temps, enfin du marquage d'Aoulou notamment. En deuxième mi-temps, il a pu livrer son jeu. Puis Benjamin André, comme Mickaël disait tout à l'heure, c'est Benjamin André, quoi. C'est un lion, quoi. Donc belle perf du milieu de terrain. Arnaud, tu as quelque chose à rajouter ? Rien à rajouter, c'est bien détaillé comme il faut. Après la défense, après le milieu, il reste l'attaque, ou du moins l'animation offensive. Quel joueur vous mettez en avant ? Georges ? Ouais, Yilmaz quand même. Surtout que finalement, on parlait de son but, et je me souviens, la semaine dernière, on disait Yilmaz, finalement, il a un sens du placement et de l'appel qui est excellent. Il sait être roublard, il sait être physique, il a le sens du but, et ces 4 éléments, il les a tous fait transparaître sur le but. Il y a tout. C'est-à-dire que je pense qu'il a évité la bêtise quand il est au duel avec le défenseur. Enfin, d'abord, l'appel est parfait. Le contrôle, la conduite de balle est excellente. Il a quand même un Strasbourgeois sous le paletot. Il a l'intelligence de ne pas tomber, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'attaquants qui se seraient laissés tenter par une simulation de pénalty quand il est pressé par le défenseur strasbourgeois. Et au contraire de ça, il l'utilise comme appui pour justement placer un plat du pied. Et enfin, j'ai trouvé que dans ce but, il était plein d'intelligence, quoi. Donc ouais, je ferais quand même Yilmaz. Et toi, Mickaël ? Alors, je mettrais quand même un point d'encouragement à Jonathan David, parce que même s'il n'a pas été
comment dire, s'il n'a pas été transcendant sur le match, j'ai vu qu'il a tenté quoi. Si je me trompe pas, je crois qu'il est au départ d'un des buts, à savoir celui de Renato Sanchez. Oui, le deuxième but. Et ouais, il part bien sur le côté, donc il fait vraiment l'effort, il se bat. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se créer. Je suis complètement d'accord avec notre compagnon en disant que Yilmaz, il a été très bon et que justement il faut le mettre en avant. Mais Jonathan David, il commence à arriver. J'ai l'impression que ça va nous faire du bien. J'ai cette impression-là. En fait, c'est rassurant parce qu'on a une animation offensive où finalement on semble pénalisé par la méforme de David et on va gagner 3-0 à Strasbourg. C'est étonnant, Erwan. Ouais, tout à fait. Moi, je mettrais plus j'en mettrais un autre en avant encore. Ce serait surtout Bamba qui fait un début de saison vraiment remarquable. Et je trouve qu'il a à l'origine de beaucoup. Il a été à l'origine de beaucoup d'actions offensives dimanche, puis défensivement, il n'est jamais avare d'efforts. Et franchement, il est en train. Enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'il est en train de devenir le patron de l'attaque, un peu comme. Je vais sûrement aller loin, mais un peu comme a été Nicolas Pepe il y a 2 ans. Je vais loin, j'exagère un peu, mais c'est l'idée. On ne va jamais loin quand on émet des hypothèses comme ça. Le coaching, comment vous l'avez trouvé? Les remplaçants, ils ont apporté quelque chose? Qui veut commencer? Il connaît, il fait une bonne rentrée, Georges? Écoute, justement, pour le coaching, je me souvenais même plus qui était rentré. Donc, bon, Yassizé, un peu décevant. Il connaît. Non, j'ai pas trouvé que ça a été déterminant, mais bon, il rentre à 3-0. Est-ce qu'il y avait encore besoin? Voilà. Je pense qu'à ce moment-là, c'est. Par contre, je voulais juste refaire une petite aparté parce que j'avais pas parlé des milieux de terrain et je voulais quand même relater le geste magnifique et extrêmement fair-play qu'a eu Renato Sanchez à la 90e quand il a mis le ballon au-dessus de la barre, qu'il a renoncé à un doublé pour que je puisse avoir le bon pronostic. Hein, je vous le rappelle quand même. Voilà. C'est pour ça qu'on dit toujours du bien de Renato Sanchez dans cette émission, parce qu'on sait qu'il écoute. Donc, et voilà. Donc, s'il nous entend, merci encore. Donc, et Mickaël, le coaching, en fait, bon, on a eu 5 remplaçants, donc 2 qui sont vraiment anecdotiques. Hein, Liadji qui remplace Bamba à la 93e, Wea qui remplace Yilmaz à la 93e. On a donc Ikoné qui a remplacé Arroyo, qui fait pas un match exceptionnel à mon goût, mais bon, ça peut arriver, hein, c'est pas une critique. On a Xeka qui remplace André. Là aussi, est-ce que c'est une gestion pour éviter qu'il prenne un carton, pour éviter une suspension? Et on a David qui est remplacé par Yazice. Qu'est-ce que tu as pensé de ces remplaçants? Est-ce qu'ils ont apporté quelque chose de plus à l'équipe à un moment où l'équipe menait 3-0? Alors, ils n'ont rien apporté, honnêtement. Pour moi, ils n'ont rien apporté, si ce n'est qu'ils ont permis justement qu'on garde ce score et qu'on n'ait pas de carton. Pour moi, ça a été un bon coaching, sans l'être vraiment, puisque je pense que c'était utile et judicieux de faire sortir André, parce que justement, sur le coup du carton jaune, mais après, pour Ikoné, j'ai pas vu quelque chose de transcendant. C'était pas... ça a permis justement de garder le score. Ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est tout ce que je dirais. Donc, tu rejoins cette analyse, Erwan, en fait, un coaching de Galtier qui est plus arithmétique pour éviter de prendre des cartons supplémentaires que stratégique. À 3-0, la messe était dite et il fallait garder le ballon. Ouais, c'est ça. C'est un coaching de gestion, quoi. C'est André, faut pas qu'il loupe le derby. Arrojo qui, juste avant, prend un carton jaune bête. Yazice qui a besoin de temps de jeu. Ouais, il n'y a pas... si, c'est un bon coaching parce qu'au final, on maintient le score. Donc, mais sinon, ouais, c'est anecdotique le coaching. Enfin, à un moment où, de toute façon, il n'y avait plus besoin de grand-chose, si ce n'est ne pas risquer de se faire remonter. Arnaud, tu partages aussi cet avis? Tout à fait, ouais. Je pense que ça a été quand même un bon coaching ce coup-ci. C'est vrai qu'il a fait des bons remplacements en bon moment. On a souvent critiqué les coachings depuis le début de la saison. Là, franchement, c'était l'idéal. C'est vrai qu'André, pour éviter qu'il prenne un carton, on le sort, c'était logique. Xeka n'est pas mauvais, donc il faut bien le faire rentrer aussi, hein, donc faut bien qu'il se montre aussi. Après, il y a Yazice, il a pas été très non plus
décisif devant, mais il tenait la baraque aussi. Hein. Moi, j'ai pas un joueur qui a été en dessous, vraiment en dessous des autres. Ils ont tous été corrects pour moi. Et non, les changements ont été corrects pour moi. C'était ok. L'équipe de Strasbourg, comment vous l'avez trouvée? Est-ce que c'est un candidat à la descente ou est-ce que vous croyez qu'elle réussira à s'en sortir? Alors, on va faire dans l'autre sens. Erwan. Je pense que Strasbourg, là en plus, ils viennent de recruter Habib Diallo en attaque, ce qui a été leur principal problème dimanche. Je pense qu'ils ne devraient pas avoir de mal à se maintenir. Je pense que ce sera un candidat à la 14e, 13e place, quoi. Enfin, c'est ventre mou, quoi. Parce que je pense qu'il y a quand même il y a des équipes bien plus mauvaises, en tout cas en Ligue 1 cette saison. Par rapport à Strasbourg, j'ai trouvé plutôt pas mal. Et toi, Mickaël, qu'est-ce que tu en as pensé de Strasbourg, qui était privé de sa meilleure arme aussi, il faut le signaler, on l'avait dit la semaine dernière, avec ses matchs avec des jauges à 5000, alors je pense que c'était à 5000, le 12e homme strasbourgeois, le public n'était pas présent, et ça peut jouer aussi dans les résultats de Strasbourg de ce début de saison. Bon, après, on peut pas trop dire, parce que par rapport au contexte actuel, je pense qu'il y avait quand même de l'animation dans le stade, c'était plutôt assez sympa. Moi, j'ai trouvé ça assez sympa, mais je rejoins Erwan quand il dit qu'ils vont jouer le ventre mou, parce que moi, je me dis on n'a pas l'impression qu'ils avaient mis toutes leurs armes en avant. Il manquait quelque chose, il manquait de la lucidité ou quelque chose, mais pour moi, je les vois pas terminer 18e. Et toi, Georges, il y a un joueur qui t'a plu dans cette équipe de Strasbourg? Non. Moi, ce qui m'a impressionné surtout, c'est justement leur force collective, le pressing. Et voilà, il n'y a pas un joueur en particulier, c'est vraiment une belle machine, enfin sur la première mi-temps en tout cas, j'aime bien le jeu à la Lorraine, l'engagement physique et en même temps la fluidité dans le. Mais par contre, pas oublier, je pense que s'ils sont aussi mal en point en début de saison, je crois quand même qu'ils ont démarré sur un cluster collectif. Enfin, le Covid avait fait beaucoup de dégâts chez eux en début de saison et on sent que c'est une équipe qui a été très marquée sur les premiers matchs et à mon avis qui va revenir. Donc, ouais, je pense que milieu de tableau, enfin. Il y a clairement des équipes qui sont censées finir derrière, quoi. Et toi, Arnaud, tes pronostics pour la position de Strasbourg en fin de championnat? Je pense qu'ils seront dans la deuxième partie. Ça va monter tout doucement. C'est pas une mauvaise équipe. Et comme disait Georges, je pense que ils ont eu la malchance d'avoir beaucoup de joueurs qui étaient absents au début et après ils ont eu la malchance, on va dire, et après ça va revenir. Hein. Je reviens sur une chose, c'est sur le chat de Facebook, on a La Platine qui dit que lorsque Sanchez est monté d'un cran derrière à 9, le numéro 9, sa présence et sa vitesse dans les 18 mètres perturbent beaucoup l'adversaire, et ça c'est vrai. Quand il est monté d'un cran, il a fait un peu il a provoqué un peu la panique dans les défenses adverses. Ça je reconnais aussi. Sur Facebook, d'ailleurs, on a les dogs du Bizet qui nous passent le bonjour. Et on a aussi Trifred qui nous cite un joueur à Strasbourg qui est Simakan. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, d'ailleurs, Simakan, qui est un défenseur central, si je ne dis pas de bêtises, et qui, effectivement, est le Strasbourgeois qui a obtenu la meilleure note dans les différents médias qu'on a pu consulter, et notamment dans cette fameuse ce site Internet que je ne citais pas tout à l'heure, qui obtient la note de 6 sur 10. Je pense qu'on a fait le tour du sujet Strasbourg. On peut passer à la deuxième partie de l'émission. Il est 21h10. Deuxième partie, tirage de l'Europa League. Alors, les Dogs doivent-ils craindre les poules avec cette petite formulation? Je voulais, avant de vous laisser la parole, rendre hommage à Gaëlle Laurent, l'ancienne journaliste de Nord-Éclair, que vous connaissez certainement, et qui, à l'époque, c'était en 2002, je crois, avait écrit un de mes titres préférés d'un article sur un match du LOSC. C'était à l'occasion d'un match contre Bistrița en Roumanie. Elle avait titré son article le LOSC attrape les poules au vol. Donc, pour un match contre des Roumains, moi j'avais trouvé qu'elle
Elle s'était approchée des proches. Et je l'avais contactée à l'époque pour lui dire que son titre était osé. Elle m'avait avoué qu'elle l'avait pas fait exprès. Mais la légende fera qu'on lui attribuera la paternité de ce titre. Donc c'est l'occasion de la saluer. Et puis je sais qu'elle regarde l'émission et de lui confirmer que même si elle s'est un peu éloignée du LOSC, elle est la bienvenue dans le bistrot pour nous raconter ses souvenirs de journaliste et de correspondante de Nord-Éclair et du Parisien auprès du club. Voilà, tirage au sort de l'Europa League. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, 3 adversaires, le Sparta de Prague, l'AC Milan et le Celtic de Glasgow. Alors, que pensez-vous des chances du LOSC? Quel est votre sentiment sur ce tirage? Mickaël? Alors, mon sentiment, c'est que ça va être un groupe, de par le nom et de par la notoriété de leur club, qui va être très très relevé. Maintenant, on sait que le football italien a baissé un peu et que le Celtic, je pense qu'ils sont prenables. On a les armes pour. Maintenant, il faudra qu'on se batte vraiment. Erwan, alors toi qui es un supporter qui se déplace, que penses-tu de ce tirage? Déjà dégoûté parce qu'on ne pourra pas se déplacer, alors qu'il y avait des super stades. Ensuite, c'est un gros groupe. Et après, y a pas... ça reste l'Europa League, ça reste des équipes qui ont de l'expérience, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, une expérience qu'on n'a peut-être pas forcément. Mais sur un match, on a été capable de regarder Valence dans les yeux, on a été capable de regarder Chelsea dans les yeux. Il y a juste manqué la réussite, c'est sûr. Mais en étant sérieux, je pense qu'on peut passer. Et toi, Georges, que penses-tu de ce tirage? Un tirage facile ou un groupe de la mort? En fait, pour pas suivre réellement tout le football européen, en particulier tchèque, déjà, je trouve que c'est un beau groupe en termes d'équipe, en termes de prestige, dans des faits de stade. L'idée de pas pouvoir aller à Glasgow, je l'ai un peu en travers de la gorge, quoi, parce que tout le déplacement du Celtic, c'est celui que j'aurais vraiment pas voulu louper. Mais je pense que si on regarde en termes de prestige, c'est mon fils qui me disait, il y a plus de Ligue des Champions au palmarès de la poule du LOSC que celle du PSG en Ligue des Champions. Même si c'est le Milan AC qui vampirise beaucoup, mais c'est vrai que c'est quand même trois anciennes gloires du football. Même le Sparta Prague, je veux dire, c'est un club qui a connu l'époque des Coupes d'Europe, des 3 Coupes d'Europe. Je me souviens que le Sparta Prague était un invité régulier du printemps, donc 3 belles équipes. Et je pense que c'est quand même une poule qui est clairement à portée. Je crois que le Celtic, c'est quand même pas flamboyant en termes de jeu. Alors là, en plus, privé de leur public, ça complique. Prague, ça reste à portée. Et même Milan, qui reste le plus gros adversaire, c'est plus tout à fait le Milan AC qu'on a pu connaître, quoi. Donc, de toute façon, on savait qu'il y aurait du suspense. Ça ne pouvait être que comme ça, à partir du moment où on joue une Coupe d'Europe. Mais je pense qu'on aurait pu tomber en termes de gros sur bien pire, quoi. Alors, c'est vrai que le groupe paraît plutôt équilibré, avec des matchs intéressants par rapport au tirage au sort d'autres groupes. Il n'y a pas d'énormes clubs qui ont été recalés de la Champions League. C'est 3 clubs qui paraissent apporter. Alors, on va les reprendre un par un pour faire une petite analyse sur les éléments dont on a connaissance. Alors, c'est vrai, c'est Erwan qui le disait. Ce qui est quand même très dommage, c'est que ça fait 20 ans que Lille joue régulièrement les Coupes d'Europe. Ça fait 20 ans qu'on rêve d'aller à Glasgow et que la seule fois où on les tire au sort, c'est l'année où on ne pourra pas y aller. C'est quand même très dommage. Parce que je pense que il y a une quarantaine de 15 jours. Donc, si on veut aller voir le match contre du Celtic, il faudra prendre quasiment un mois de vacances. Donc, ça va être un peu compliqué. Alors, est-ce que vous connaissez les adversaires? On va commencer peut-être par le moins connu, le Sparta de Prague. Est-ce que ça vous parle? Vous savez qu'il a terminé. Alors, actuellement, il est premier de la Liga tchèque, avec 6 matchs joués, 6 victoires. Donc, c'est un club qui paraît en tout cas en forme, même si c'est vrai, il est souvent au championnat derrière le Slavia de Prague, donc dans leur derby personnel. Mais comme le disait Georges, c'est un club qui est habitué aux Coupes d'Europe. Est-ce que
que pensez-vous de ces chances? Est-ce que vous croyez que c'est peut-être l'adversaire le plus faible du groupe? Qui veut prendre la parole? Je vois Mickaël qui n'a pas l'air d'être d'accord. Non, je suis pas d'accord dans le sens où c'est pas l'équipe la plus faible. On peut pas parler de fait, on peut pas parler de faiblesse en parlant du groupe qu'on a parce que s'ils sont tous là aujourd'hui dans ce groupe, c'est qu'ils l'ont mérité. Donc, je crois qu'il faut prendre et respecter chaque club. Et on peut pas dire aujourd'hui que le Milan AC est plus fort que le Spartak Prague, puisqu'on a vu en Europa League des matchs qui étaient qui étaient à l'image. C'était quelque chose de très comment dire, très très spectaculaire. On avait, je sais pas, peut-être on a eu des clubs très forts contre des clubs un peu plus faibles et c'est le plus faible qui a remporté. Donc non, on est obligé de les respecter et je tiens quand même à dire que le Sparta Prague c'est quand même le dernier club que Rio Mavuba a fait. Voilà, petite anecdote. Voilà. Il y a beaucoup, on verra tout à l'heure, il y a beaucoup d'anciens Lillois qui sont concernés par ces trois adversaires en Coupe d'Europe. Erwan, toi, tu en penses quoi du Sparta de Prague? Alors le Prague, à part que Rio Mavuba y a joué, je t'avoue que je ne suis pas du tout le championnat tchèque. Après, je rejoins Mickaël que faut pas parler de notion de plus faible, plus fort. C'est comme il disait, c'est la Ligue Europa et c'est aussi ce qui a porté préjudice au club français plus largement, c'est qu'on arrive, on se dit ouais c'est la petite Coupe d'Europe, on y va les mains dans les poches et après au final on se retrouve avec 0 club en 16e de finale voire ou en 8e de finale. Et je pense que ça va être la clé du groupe pour Lille, c'est se mettre tout de suite dedans et se mettre vraiment dans les conditions de l'Europa League, qui, je trouve, en plus, ces dernières années, est devenue vraiment une compétition vraiment compétitive en Europe. Et toi, Georges, que connais-tu de ces Tchèques, à part qu'ils jouent, que ce sont des Tchèques en blanc? Voilà. Et qu'ils ont sûrement des provisions. Ouais. Non, ouais, moi, le dernier souvenir que j'ai du Slavia, c'est quand même le club qui avait sorti le grand C'est Sparta. Sparta, pardon. C'est bien le Sparta. C'est le club qui avait sorti, je me souviens en 92, l'OM de tapis avec Pelé, Papin, Waddle de la Ligue des Champions. Donc c'est un club historiquement qui est, ça a l'air de rien, mais l'histoire d'un club, ça fait aussi beaucoup dans. Et en effet, je pense que. Enfin, j'ai du mal d'abord parce que je suis assez peu les championnats étrangers, les championnats, je dirais, les moins médiatiques, mais. Moi, je connais surtout le Milan, alors c'est plus aussi flamboyant, mais je pense que c'est un club qui a rappelé à se relancer, qui a de belles individualités. Le Slavia, bah ouais, s'ils sont là au même titre que le Celtic, je pense qu'il y a un quoi faire. La théorie voudrait que de toute façon, le club le plus faible, c'est le nôtre, puisqu'on était dans le 4e chapeau. Donc, voilà, je pense que. Mais j'aime bien l'homogénéité du groupe et je me dis qu'il y a vraiment un coup à faire. Quoi. Il y a un coup et on a une place à tenir, mais bien malin à dire. Est-ce qu'on finira? Je pense qu'il faut accrocher une des deux premières. Enfin, je pense pas. Il faut accrocher une des deux premières places. C'est à porter, mais je pense qu'il y aura des belles joutes, il y aura des beaux combats et on n'y arrivera pas sans qu'il y ait un investissement très important, quoi. Parce que moi, je suis persuadé que l'histoire d'un club fait aussi, impacte beaucoup sur les résultats présents, quoi. On l'a vu ces dernières années avec l'Ajax, on l'a vu il y a des clubs comme ça qui reviennent systématiquement. Je crois que simplement, c'est aussi pour les joueurs qui y sont, le fait qu'ils portent un maillot, ils portent un fanion, un emblème qui a du sens. Donc voilà, c'est des clubs historiques et forcément des gros clubs. Deuxième adversaire dans l'ordre chronologique, ce sera le Celtic, donc au Stade Pierre-Mauroy, en sachant que le LOSC ira à Glasgow pour le dernier match le 10 décembre, ce qui nous laisse d'ailleurs au passage un infime espoir de pouvoir y aller si les choses sanitaires devaient évoluer positivement. Le Celtic, comment vous le voyez? Plus comme un public, comme une équipe, bon, le Celtic est un habitué des premières places du championnat écossais, mais le championnat écossais est
et pas le plus performant. Il a eu un début de saison en Coupe d'Europe un peu laborieux. Il s'est fait éliminer les tours préliminaires de la Ligue des Champions par Ferencváros, un club hongrois. Il a fait 2 tours déjà d'Europa League, donc il est déjà à plusieurs matchs. Il est rodé pour la compétition. Comment vous voyez cette équipe du Celtic dans cette compétition? Arnaud? Alors, moi, le Celtic, comme il y en a un qui l'indique sur le chat de Twitch, le Celtic a quand même sorti Rennes l'année dernière, qui était pas mauvais non plus, Rennes. Donc, on va voir, parce que le Celtic en Coupe d'Europe et le Celtic en championnat, c'est peut-être différent aussi. C'est vrai que ça a été éliminé par un club hongrois. Après, c'est vrai qu'ils ont peut-être pas eu l'idéal, enfin les entraînements idéaux pour l'entraînement idéal, le temps de s'entraîner comme il faut pour le début de championnat et pour la Coupe d'Europe, avec toutes ces histoires de Covid et autres. Mais on verra bien. C'est que quand on regarde sur le papier, c'est un groupe, vraiment, c'est un groupe lourd, on va dire. C'est quand même du costaud. Quand on a vu sortir Spartak Prague, Celtic, Milan AC, on s'est dit, oula, c'est quand même du lourd. On a regardé, je crois qu'il y a un groupe qui est plus fort, c'est le groupe, que je dis pas de bêtises, c'est le groupe F, avec Naples, Real Sociedad, Alkmaar, qui est vraiment pour moi le plus costaud. Et après, quand j'ai vu le nôtre, il était pas mal aussi. Donc sur le papier, c'est vrai que ça fait du costaud. Après, sur le terrain, on verra bien ce que ça va donner. Moi, je peux être confiant, comme il y en a qui marquent sur le chat aussi. On peut finir deuxième. Ce serait un beau résultat. On peut finir, on peut le temps. On fera le tour des pronostics tout à l'heure en terminant ce chapitre. Michael, tu as un avis sur cette équipe du Celtic? Ce qu'il y a, c'est que le Celtic, ça a toujours été une équipe de surprise. Là, on l'attendait pas. Je me souviens qu'ils avaient eu, si c'est bien la bonne équipe d'Écosse dont je parle, ils avaient eu une descente, ils sont remontés relativement avec beaucoup. C'est pas eux. C'est peut-être je crois pas que eux. c'est Glasgow, il me semble. Ouais, c'est les Glasgow Rangers. Moi, de toute façon, moi c'est pareil que Georges, le football européen, c'est un peu moins ma tasse de thé, mais je sais que moi je me souviens du Celtic pour justement des renversements de situation. J'avais vu pas mal de matchs où il y avait des renversements de situation. Je sais que c'était un match anglais, je sais plus contre qui ils avaient joué, et puis c'était pas prévu qu'ils gagnent, c'était l'autre équipe, et Glasgow, le Celtic avait renversé ça. Il y a eu Rennes l'année dernière. Et en plus, là, je suis en train de regarder l'équipe là, sur Internet et j'en connais pas un seul de joueur. Donc, c'est encore une preuve que cette équipe a l'air d'avoir sa place là et dont on peut se poser des questions sur ce qu'on va pouvoir faire contre eux, en espérant bien sûr que nous, on ait les arguments pour justement battre ces équipes-là. Et je parlerai bien des trois parce que justement, mais pour moi, le Celtic, c'est l'équipe qui me paraît la moins connue, enfin la plus connue en termes de spectateurs et tout, mais la moins connue en termes de joueurs, puisque j'en connais aucun. Voilà. Alors justement, on connaît assez peu les joueurs de l'équipe actuelle. Une petite colle, mais vous allez peut-être répondre facilement. Vous savez qu'il y a un Lillois qui est un ancien du Celtic. Vous savez quel joueur? Qui est actuellement au Celtic. Un joueur actuellement au LOSC qui a joué au Celtic. Non? Non. Timothy Weah. En fait, il a fait une saison là-bas et il avait été prêté par Paris au Celtic de Glasgow. Alors, Erwan, toi qui es le spécialiste des déplacements, la grande force du Celtic, on parlait de 12e homme tout à l'heure, c'est son public. Alors, aller à Glasgow dans un stade qui sera confiné, est-ce que c'est pas justement un grand intérêt pour le LOSC, en dehors des supporters qui seront déçus de pas être présents? Qu'en penses-tu? Ça, ouais, c'est clairement la bonne nouvelle, surtout que le match contre le Celtic, c'est le dernier match. Si jamais on est troisième, qui sont deuxième, enfin que le vainqueur doit se qualifier, là, tu aurais eu le Celtic Park en feu, et là, c'est quasiment injouable. Enfin, Celtic Park en feu, on l'a déjà vu en Ligue des Champions, où ils ont renversé le Barça, ils les ont battus 2-1, avec le stade qui était en fusion. Et là, c'est clair que sans leur 12e homme, ça peut être un plus pour nous. Après, je pense que ouais, le Celtic, faut faire très très attention parce que l'Europe, ils la jouent chaque année. Chaque année, ils font des perfs, des exploits sans aller non plus jusqu'à des huitièmes de finale, des quarts de finale.
Mais ils ont vraiment l'habitude de cette compétition et c'est une habitude qu'on a malheureusement perdue dans les dernières années, donc ça peut beaucoup jouer. Alors, sur le chat Twitch de l'émission, on a des réactions. Donc, on a Rico qui nous dit que le tirage paraît très ouvert et que les 4 peuvent passer. On a Schizophile, un autre habitué du chat, qui nous dit qu'à part le Milan qui est théoriquement dessus, il faudra se méfier de Prague, l'équipe typique de l'Est qui est difficile à jouer, que, par contre moins de crainte du Celtic parce qu'il fait référence notamment à l'élimination par le club de Ferencváros. On a Rico qui nous dit attention au Celtic, il a sorti Rennes l'an dernier, donc il reprend un argument qu'on a évoqué ici. Et puis Schizophile qui nous fait remarquer que les 3 équipes réussissent leur début de saison dans leurs championnats nationaux et qu'elles sont toutes invaincues. Et ça, c'est un élément qui va rendre finalement la poule très intéressante. Dernière équipe dans ce tour d'horizon, Milan. Alors Milan, on parle souvent Zlatan à Milan. Bon, à part le fait que s'il est à Milan, il est vraiment vieux, mais c'est pas le seul atout de Milan, surtout qu'il joue pas beaucoup en ce moment. Je sais pas s'il est blessé ou pas. Que pensez-vous de cette équipe? Est-ce que vous pensez que le Milan AC n'est plus forcément celui qu'on a connu dans le passé, mais est-ce que ça reste une équipe, un adversaire dont il faut se méfier? Est-ce que c'est le favori du groupe? Qui veut prendre la parole? Georges, tu opines? Ouais. Je pense à l'échelle de ce groupe, oui, c'est plus tout à fait un très très grand, enfin c'est plus le très grand d'Italie dans le sens où aujourd'hui il a beaucoup de mal à rivaliser avec la Juve et même des clubs comme Napoli qui sont passés devant, mais ça reste quand même au niveau européen, ça reste un monstre. Je pense que il y a toujours des individuels. C'est vrai qu'il y a Zlatan, on va retrouver un ancien Lillois aussi. Léo. Deux anciens Lillois. L'autre. Et il y a Simon Pierre qui est là-bas, qui est titulaire en défense centrale. Ah, je l'avais laissé en Turquie, moi. Voilà, je ne suis plus. Mais ok, ouais, donc bon. Donc non, Milan, ça reste a priori, s'il y a un favori dans le groupe, c'est quand même le Milan, quoi. Michael, toi aussi, Milan, c'est le favori du groupe, malgré un début de saison qui n'est pas exceptionnel. Ouais, je pense que c'est quand même le favori. De toute façon, dans tous les cas, c'est sûr que Milan, ça reste Milan. En sachant que là, en plus, on va rencontrer un ancien Lillois. Il y a Leao. Derrière, il y a Simon Kjær. Zlatan, même si Zlatan est vieux, ça reste Zlatan et il fera encore du Zlatan. Donc, ouais, ça risque d'être des matchs quand même assez relevés. Mais je crois que Lille, dans cette histoire, on a cette culture aujourd'hui de se dire tiens, c'est dur, mais on peut y arriver. C'est chose qu'on n'avait pas il y a encore quelques temps, il n'y a pas très longtemps, on n'allait pas chercher la dureté. Donc là, aujourd'hui, on peut aller les chercher. Et justement, je pense que ce match-là va être moins difficile qu'un match comme Celtic ou Sparta Prague. C'est mon avis, parce que justement, il y a le challenge. Et le challenge, Lille adore les challenges. Maintenant, c'est mon avis, hein. Alors, si en championnat, Milan fait plutôt un bon début de saison, ils ont fait 3 matchs et ils ont 9 points, donc ils ont gagné 3 fois. En Coupe d'Europe, c'était un peu compliqué, hein. Ils ont eu des résultats contre des clubs qui étaient relativement obscurs, hein, Shamrock Rovers et Bodo Glimt, qui est un club norvégien, et ils sont qualifiés sur le dernier match de barrage au penalty contre Rio Ave, qui est un club vraiment de seconde zone portugais. Donc, ça laisse quand même des espoirs pour les rencontres avec le LOSC. Erwan. Oui. D'ailleurs, ils se sont qualifiés au terme d'une séance de tir au but totalement épique, d'ailleurs. Sinon, Milan, pour moi, je rejoins Michael, naturellement, c'est le favori parce que sportivement, même actuellement, ils sont quand même solides, ils ont l'histoire européenne derrière eux. Mais justement, comme disait Mickaël, c'est l'équipe la plus forte du groupe, je pense. Mais c'est l'équipe face à laquelle le LOSC sera la moins complexée. J'en suis sûr. C'est qu'ils vont pas partir dans la peau du favori. Ils vont tout donner. Il y aura pas d'état d'âme sur le terrain, même s'il y a 2 anciens Lillois en face. Après, oui, ça reste Milan, mais je pense qu'on peut prendre des points face à eux.
Voire une victoire et Alors, pourquoi pas une revictoire à San Siro. Alors, on parlera après de vos pronostics pour ces matchs de Coupe d'Europe. J'avais quand même une question un peu malicieuse à vous poser. Est-ce que vous pensez que Christophe Galtier jouera à fond la Coupe d'Europe? Il a annoncé que oui, mais compte tenu des échéances très rapprochées et finalement du bon démarrage en championnat, est-ce qu'il n'y a pas un risque que inconsciemment il lâche un peu cette compétition, comme ça a été souvent le cas pour le LOSC ces dernières années? Arnaud, je Non, te non. vois ne pas être d'accord avec ce que je viens de dire. Non, je pense qu'il va vraiment jouer à fond parce que c'est justement un beau challenge parce qu'on a quand même trois belles équipes sur le papier. Et je pense qu'il a envie de faire plaisir aux supporters lillois aussi. Faut se dire que la dernière fois qu'on a fait la Ligue des Champions, on est revenu qu'avec un point. Donc, faut pas non plus faire une Marseillaise et revenir avec 0. Donc, je pense il va tout donner. Et je pense qu'avec l'équipe qu'on a, c'est faisable. Je pense que Galtier il a raison. Je pense qu'il connaît son groupe, il sait ce qu'il vaut. Et je pense que cette année, on peut passer les poules de l'Europa League. Michael, tu es d'accord? Tu penses que le LOSC va jouer la compétition à fond? Ouais, je pense que c'est quelque chose qui peut être réfléchi ici, parce que dans tous les cas, aller chercher et essayer de se battre avec l'Europa League, c'est quelque chose qui peut être vraiment pas mal. Moi, j'ai vraiment cette idée-là que cette année, on aille la jouer à fond, parce qu'habituellement, c'est vrai que le LOSC joue pas vraiment les coupes à fond, à part la Champions League, mais là, aujourd'hui, non. Si on a le potentiel, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Sérieusement, avec un potentiel comme ça, c'est pas normal. Si on la joue pas. Toi aussi, Erwan, tu penses que vu le potentiel du LOSC et vu finalement la revanche qu'ils veulent prendre par rapport aux résultats de la Champions League qui était pas aussi avantageux que le niveau des prestations finalement, tu penses que le LOSC va chercher à briller en Europa League? Pour moi, je pense qu'il y a deux raisons qui font qu'ils vont la jouer à fond. C'est la première, c'est Galtier. Enfin, il est reconnu en France, mais pour l'instant en Europe, il reste encore méconnu. Il va avoir envie, rien que pour lui, de faire un parcours. Et puis la deuxième, c'est qu'on a une profondeur, enfin, on a un effectif incroyable. Enfin, la profondeur de banc, je pense que aucune autre équipe en France a notre effectif, à part peut-être Paris, et encore, et encore. Et là, on est obligé de jouer sur les deux tableaux. On n'a pas laissé partir Soumaré, Ikoné reste, Arojo reste aussi. Euh, on a l'équipe pour jouer sur les deux tableaux. Même s'il y aura un enchaînement de matchs de 3 jours, ça fait rien. Bon, sur le chat de Twitch, les internautes sont d'accord avec vous. Hein. Pour KH, oui, Galtier va jouer la coupe car il est à l'effectif, donc c'est ce que tu viens de dire, Erwan. Et pour Rico, il introduit une notion qui est intéressante, c'est que la Coupe d'Europe, c'est aussi une vitrine pour le trading et que ça pousse effectivement à jouer à fond. Je vois que j'ai touché un point sensible chez Georges. Oui, j'allais dire. Tu veux réagir? Ben oui, d'abord la profondeur de banc, c'est évident. Tous les postes sont doublés. Bon, avec la seule petite inconnue aujourd'hui, ça va être le rendement des deux remplaçants, des deux défenseurs centraux, parce que les deux titulaires sont tellement énormes. Mais on a vu un petit peu sur les rotations que Xheka pouvait très bien trouver sa place, que sur chaque poste, on avait quand même la possibilité d'amener du monde. Et c'est ça aussi, je pense que le projet Lopez, pas oublié, par-delà ce qui nous échappe nous en tant que supporters, voilà, la Coupe d'Europe, c'est une vitrine. Enfin, je veux dire, c'est un peu le rapport gagnant-gagnant avec son projet, c'est que c'est des joueurs qui sont vus, qui brillent. Donc, je pense vraiment que ça n'est pas qu'une cerise sur le gâteau. On l'a vécu à certaines époques. Je me souviens de Coupe d'Europe qui avait été sacrifiée quand on était parti avec une équipe de gamins contre Eindhoven, par exemple. Mais à l'époque, on avait un 11 très très fort, extrêmement fort, mais quasiment pas de banc. Et là, pour le coup, je pense vraiment que tous les atouts sont réunis. Et je pense, je ne sais pas si on va passer le tour, mais je pense qu'il y a une vraie volonté et de l'entraîneur et du staff et des dirigeants à ce que le club aille le plus loin possible en Coupe d'Europe. C'est pas juste la cerise sur le gâteau, quoi, ce coup-ci. Alors, on
on va passer au pronostic en fait sur la position du LOSC au classement à la fin de ces poules. On a posé la question sur le forum du site Allez le LOSC, on a eu des réponses. Alors Costner par exemple nous dit que sur le papier on est la 4e équipe vu qu'on était dans le 4e chapeau, donc à nous de faire mieux. Donc un autre fait une analyse un peu chiffrée en euros qui est intéressante. Il approche en fait par la notion de valorisation des effectifs. Aujourd'hui, si on prend les 4 équipes, le Milan AC est valorisé à 416, donc j'imagine qu'il y a plein de zéros derrière. Le LOSC est à 231 millions. Le Celtic est à 98 et le Sparta est à 35. Et il conclut à nous de prouver que nous le valons bien. C'est Réservoir Doc qui fait cette analyse. Ouais. Et nous avons finalement la plupart pour conclure, finalement entre la 2e et la 4e place, Maxi Milenko Magic pronostique la 3e en disant on va couper la poire en deux. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre avis? Quelle sera la position du LOSC à la fin de cette phase de poule? Qui veut commencer? Arnaud, allez. Pour moi, je pense que on verra déjà quels sont les premiers résultats avec les 2 premières journées. Si on est vite, si on perd, c'est simple, si on perd les 2 premières journées, je pense qu'on sera mal barré. Mais si on réussit les 2 premières journées, moi 2e, voire peut-être 1er par la suite. Mais moi, je vois déjà un 2e minimum. Georges, tu es de cet avis? J'espère aussi une 2e place. Alors, le lien par rapport à la dernière fois on avait affronté Milan, c'est que là, il y a un truc qu'on n'est pas gâté dans le tirage, c'est qu'on va les jouer sur la fameuse journée charnière, c'est-à-dire la 3e et la 4e. C'est-à-dire un moment où rien n'est joué, où Milan jouera à fond. Pas oublier, quand on les a joués à San Siro, c'était un contexte un peu particulier, c'était la dernière journée. Donc là, va falloir les jouer à fond. Ils seront dans leur truc, mais allez, je vais être audacieux, je pense même que malgré ça, on peut faire l'exploit et comme j'ai souvent les pronos, soyons fous, on va finir 1er. Ah, je suis très confiant grâce à ce pronostic. Mickaël, est-ce que tu es aussi optimiste que Georges? Moi, concrètement, je pense exactement comme Georges et Arnaud parce que je me dis que on a tout à jouer. Aujourd'hui, pourquoi ce serait pas notre année? On est second là, de Ligue 1 après quelques journées. On nous y attendait pas. Personne nous y attend. Aujourd'hui, maintenant, est-ce que justement on va pas continuer cette belle épopée en allant chercher des scores en Europe et pourquoi pas terminer premier du groupe et qui sait, peut-être aller un peu plus loin dans la compétition. Ça, c'est une chose qui me plairait vachement. Sur le papier, c'est faisable. Sur le terrain aussi, donc pourquoi pas. Et Erwan, tu es plutôt dans les optimistes ou dans les pessimistes? Dans les optimistes, je rejoins Arnaud, Georges, Mickaël. Je pense que ça va être dur d'aller chercher la première place quand même, mais on sera solidement 2e. Je pense que c'est il est en train de se passer quelque chose. Je saurais pas dire quoi, mais en plus de toute manière, c'est si on fait pas quelque chose de bien cette année, on fera jamais quelque chose en Europe, quoi. C'est vraiment l'année charnière du projet, c'est l'année où quelque chose doit se mettre en place et l'année où quelque chose doit se passer en Europe. Alors, c'est ce qu'on dit aussi sur le chat de Twitch. Donc on parle beaucoup, espérons la 2e et aller jusqu'en 8e, voire en quart. C'est Schizophile qui nous dit ça. Rico parle de 1 ou 2. Alors c'est vrai que le favori du groupe, c'est Milan, avec son expérience. On parlait de Zlatan, même si dans les commentaires, on a Rico qui craint plus Leao que Ibra, parce que pour lui, Fonte et Botman peuvent bloquer Ibra, mais c'est plus la vitesse de Leao qui sera compliquée à contrer. Et on a Cash qui rebondit sur ce commentaire en disant il faudra déjà que Leao passe André. Donc c'était la première remarque. Donc c'est vrai que Milan paraît l'adversaire le plus coriace parce que très expérimenté, habitué des joutes européennes. Le Celtic, sans son public, ça va être compliqué pour eux, je le pense, je m'avance un peu. Le Sparta, c'est la totale inconnue. C'est une équipe qui est aussi habituée à ce niveau de Coupe d'Europe. Alors je crois que le gros avantage de Lille, c'est d'avoir finalement
capitaliser sur le peu de points qu'ils ont pris en Ligue des Champions l'année dernière. Ils ont pris peu de points, mais ils ont pris beaucoup d'expérience. Et surtout, il y a un esprit de revanche. On le disait tout à l'heure, c'est une équipe qui est en progression. C'est une équipe qui mûrit. Maintenant, ça fait 3 ans que c'est la 3e année du groupe. Ils ont réussi, ou alors ils n'ont pas réussi à vendre des joueurs, ou en tout cas ils ont réussi à les garder. C'est-à-dire que c'est un groupe qui a une certaine continuité. La seule rupture dans l'effectif, c'était le départ d'Osimhen et Rémi. Mais on voit que pour l'instant, on n'en pâtit pas de trop. Et en tout cas, le groupe paraît prêt pour cette échéance européenne. Il est sur la lancée de fin de saison de l'année dernière. Et moi, j'irai aussi loin que Georges, c'est-à-dire que je nous vois terminer pas loin de la première place. Mais par contre, autant Georges est un excellent pronostiqueur, autant moi je suis une vraie quiche à ce jeu-là. Donc finalement, ça fera également une moyenne. Mais soyons fous, pronostiquons la première. Et puis surtout, Schizophile qui nous fait cette remarque, c'est qu'il est temps que le LOSC se fasse enfin une épopée européenne. C'est vrai que on n'aura pas le plaisir d'aller voir ces stades magnifiques, mais il faut vraiment que le club fasse parler de lui, que Galtier fasse parler de lui. Et c'est vrai qu'un bon coup de boost au niveau médiatique sur la Coupe d'Europe, ce sera vraiment quelque chose qui sera très utile au club dans ses objectifs nationaux et en créant finalement ce cercle vertueux pour les prochaines années. Il est 21h40, il y avait déjà à peu près 1 heure qu'on a commencé l'émission. Il reste une 3e partie que je vous propose d'aborder tout de suite. Une 3e partie qui concerne le prochain match. Prochain match, vous savez ce que c'est, hein, c'est le derby. Alors un derby qui va être un peu particulier avec vraisemblablement une jauge à 1000, ça veut dire à huis clos. Qu'est-ce que vous pensez de ce derby rapidement? Est-ce que vous êtes craintif? Vous êtes confiant? Comment vous le voyez? Qui veut commencer? Allez, Georges, je te vois bouger les lèvres. Non, je pense que cette année, il ne faut pas les prendre à la légère. Le démarrage des Lensois est quand même. Alors, je les ai vus un peu jouer, c'est pas forcément flamboyant, mais c'est très costaud et c'est très combatif. C'est d'abord, et puis je pense qu'il y a, c'est un club qui a un vrai sentiment de revanche. Hein. Je rappelle quand même pour mémoire que la dernière fois qu'ils nous ont battus, Chirac était encore président de la République, Kylian Mbappé était en CP et Emmanuel Macron venait de sortir de l'ENA. Donc, je pense qu'il doit y avoir quand même une envie d'inverser les. Mais sincèrement, footballistiquement, j'ai vu jouer les 2 équipes. Je pense qu'on reste au-dessus dans l'absolu, mais dans un contexte aussi particulier, vu leur dynamique actuelle, je pense que ce ne sera pas un match facile du tout. Erwan, ton sentiment sur le derby? Comme Georges, il ne faut pas les prendre à la légère. Après, je reste optimiste parce qu'on reste individuellement, on est au-dessus. Puis collectivement aussi, là, ça commence à prendre place. Je me dis, je regardais la 2e mi-temps contre Strasbourg. Je me dis, on fait ça pendant 90 minutes contre Lens, mais ils ne voient pas le jour. Même s'ils ont un super jeu, ils ont un super coach. Je pense que tout dépendra de nous. C'est que si on joue notre jeu, si on est à la hauteur de l'événement, ce match, on devrait le gagner. Michael, ce derby du podium, parce que finalement, il faut le rappeler, Lens est 3e, nous sommes second. Ouais. Comment tu le vois? Moi déjà, je tiens quand même à préciser une chose, c'est que ils ont leur fabuleuse attaque de Kakuta et Ganogo. Ganogo est blessé. Ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, on ne sait pas pour quelle durée, mais déjà, il y a lui qui est blessé. Ils ont leur international qui est arrivé il y a très peu, qui est aussi sous le coup d'un carton jaune, qui est suspendu. Donc, ça fait que ça va amoindrir quand même leur attaque, en sachant que moi, Lens, je les ai vus jouer plusieurs fois, et j'ai vu que tout était misé sur Kakuta et Ganogo. C'est tout le temps Kakuta, Ganogo. Et même quand il faut rentrer leur défenseur, c'est un autre joueur. Et là, on n'a plus du tout le même aspect de jeu. Moi, je dirais sincèrement qu'ils sont prenables. Bien sûr, en étant toujours dans l'idée de me dire il faut faire attention. Mais là, cette fois-ci, on a une carte à jouer. On peut aller chercher la première place. Il faut la jouer à fond. En sachant que le derby, ça reste le derby, c'est toujours
particulier, c'est toujours une histoire de combativité. Ça va être encore plus particulier cette année. Pour moi, je me dis qu'on peut aller faire quelque chose et il faut qu'on le fasse. De toute façon, dans tous les cas, il n'y a pas droit à l'erreur et l'équipe le sait et ça joue déjà sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Sur le chat de Twitch, Rico prédit que la marche paraît trop haute pour Lens. Il faudrait être sérieux et pas se faire parasiter par l'environnement médiatique. On a Schizophile qui nous confirme que Lens dépend beaucoup de Ganago et qu'en son absence, ce sera beaucoup plus facile. Le LOSC est beaucoup plus collectif et le danger peut venir de partout. Donc lui, il prévoit un 4-0 sans discussion. Et on a KH qui est toujours là et qui nous dit « J'achète Schizophile ». Il est tout à fait confiant sur ce pronostic. Alors, sans aller jusqu'au pronostic, parce qu'il reste 10 jours avant ce match, 2 semaines avant ce match. Et puis, je le rappelle, la semaine prochaine, on fera une émission spéciale derby. Alors, on essaiera d'avoir des invités, notamment des supporters lensois qui pourraient être présents. Alors, j'attends des confirmations. Donc, on fera un derby du bistrot, si ça vous dérange pas. Et en attendant, le fait que ce derby risque de se jouer à huis clos, c'est pas un souci. Enfin, si, c'est forcément un souci. Comment vous ressentez finalement? C'est une frustration, Mickaël? C'est une frustration surtout pour tous les supporters de Lille quand tout le monde sait comment ça se passe un derby, l'animation, enfin tout. Je parle un peu, je prêche un peu pour ma paroisse pour avoir fait plusieurs derbys et je sais pertinemment que ça va nous manquer énormément. Et c'est vraiment là, j'avoue, c'est triste. C'est triste de savoir qu'on va jouer un derby sans nos supporters. Surtout que c'est la plus grosse journée qu'on attend encore depuis quelques années, puisque Lens est quand même monté là cette année. Et c'est vrai que d'aller au derby sans supporters, c'est frustrant, très très frustrant. Alors, pas de place au stade. Avec une jauge à 1000, on sera certainement à huis clos. Le match est diffusé à 21h le dimanche sur Téléfoot, si je dis pas de bêtises, la fameuse chaîne où personne n'est abonné. Donc, la seule solution, c'est d'aller le voir dans les bistrots, sauf que les bistrots, ils ferment à 22h. Donc, comment on va faire pour voir ce match derby, Erwan? En streaming. Voilà. Non, mais ouais, non, c'est vraiment une situation particulière. En plus, on n'a pas eu de derby depuis 5 ans. Là, c'est le retour. Là, aussi surprenant soit-il, lancé en haut du tableau. Et on se retrouve privé de matchs au stade, privé de matchs au bar. Ça perd de sa saveur quand même. Il y a des derbys qui avaient beaucoup moins d'impact sportivement. Je pense à celui de 2015 que j'attendais avec beaucoup plus d'impatience que ce derby-là, alors que on est en pleine saison. C'est dommage. Mais après, ça reste un derby quand même. J'ai quand même hâte de les jouer. Alors, Erwan proposait la solution du streaming, c'est la jeune génération. Georges, c'est plutôt la radio? Non, c'est la radio avec un peu d'animation aussi. Je crois que je vais chercher sur des sites. Mais je vais faire peut-être un petit peu. Ou alors j'ai mon frère qui est sur l'île qui est abonné, qui pourra peut-être héberger ce soir-là. Non, la radio c'est trop frustrant. Mais non, sur ce derby, ce que je vais dire, c'est vrai que celui de 2015 et je pense même au précédent, c'était déjà des derbys assez frustrants parce que finalement il n'y avait pas de rivalité. À l'époque 2015. Lens est déjà quasiment relégué. Ils ont fait une saison à la Arles-Avignon. Et je me souviens même, je crois que le plus terrible, ça a été celui qu'on gagne 1-0 une année sur un but d'hasard. Et c'est l'année où on enfilait tous les 4-0. Là, on battait tout le monde. Et finalement, les Lensois ont quitté le stade heureux battus et heureux de ne pas avoir pris le tollé. Donc, on n'était plus du tout. Là, il y avait un vrai rapport de force, malgré tout. Il y avait 2 équipes sur le podium. Moi, je repense à un autre derby qui s'en rapprochait, c'est celui qu'on gagne l'année où nous, on remonte. Là, si vous vous souvenez, on est mené 1-0 jusqu'à 5 minutes de la fin et Perlade et Bakary inversent la tendance. Là, C'était du derby rock'n'roll, c'était les vrais derbys. Et je pense que si on avait eu le public, on aurait quelque chose qui ressemblait un petit peu à ça, quoi.
Ne serait-ce que l'avant-match, parce qu'en effet, après, je pense qu'il y aura le 4-0 qui fait que ça va se taire un petit peu, mais il y aurait eu, je pense, quelque chose qui nous renvoyait vraiment au grand derby d'antan, quoi. Et on l'aura pas, malheureusement. Bon alors et toi Arnaud, tu vas regarder le match à la télévision? Tu ne vas pas assister au match chez le frère de Georges comme il vient de nous inviter? Non, moi je suis du Pas-de-Calais en plus, donc je suis plus proche de Lens que de Lille, hein, mais bon, c'est pas grave. Non, parce que après il y a plusieurs. Je reviens sur le sujet juste, enfin sur le fait que Lens soit dans les premiers. Il y a une personne qui dit aussi sur le Facebook, Fred, qui dit Lens a beaucoup de réussite par rapport à beaucoup de paramètres. Ils ont eu le Covid avec l'histoire du PSG. Et après, quand on voit aussi la réussite qu'il y a eu. Quand on voit les matchs, ils ont quand même eu 4 pénaltys d'une part, et ils ont eu 3 expulsés chez leurs adversaires. Ça fait un peu beaucoup. Ils ont eu pas mal de réussites aussi. Après, c'est pas non plus des foudres de guerre. Moi, j'ai vu un peu les matchs. C'est pas ça. Et comme disait, je sais plus, c'était Michael qui disait ça aussi. Ils ne se basent que sur deux joueurs chez eux. C'est Ganogo et Kakuta. Et Ganogo, je pense qu'il sera absent pour le derby parce qu'il a une grosse entorse d'après ce que j'ai entendu, et Kakuta n'est pas sûr en plus parce qu'il est sorti aussi lors du dernier match, et si je me trompe pas, et il était blessé d'après ce que j'ai compris. Il est tombé tout seul et il s'est tenu derrière la cuisse et on l'a plus vu après, donc je pense qu'il est aussi peut-être absent pour le prochain match. Ensuite, pour l'histoire de l'ambiance, c'est vrai que ça va nous manquer. Moi aussi j'attendais depuis longtemps même si je les voyais, moi j'aimais bien les voir en seconde division, les jouer le vendredi soir comme ça. Ça manquait quand même un derby, ça faisait très longtemps qu'on en avait plus. C'est vrai que pour une fois on avait peut-être quelqu'un un Lens qui était combatif, qu'on aurait pu voir aussi. Mais je pense que clairement on va quand même leur montrer qui est les rois des Hauts-de-France. Qui sont les rois des Hauts-de-France? Oui, j'ai un peu le sentiment qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que certes, Lens a beaucoup de réussite depuis le début de saison, ils en ont eu pour monter, on ne reviendra pas sur cette histoire, mais depuis le début de saison, ils ont de la réussite, mais la réussite, souvent, on dit qu'il faut aller la chercher. Et c'est vrai qu'ils sont dans un cercle vertueux, ils ont un bon groupe qui fonctionne bien, alors certes, avec pas des individualités qui sont exceptionnelles, mais c'est un bon collectif. Alors, toute proportion gardée, on parlait tout à l'heure du derby de l'époque Vaïd avec le but de Perlade. Alors, toute proportion gardée, c'est un collectif qui peut avoir de bons résultats en championnat, qui peut finir à un bon niveau, et en tout cas qui va être toujours très difficile à manœuvrer, surtout à l'extérieur. Et le match n'est pas gagné d'avance. C'est vrai que Georges parlait d'un 4-0, je crois, comme on disait sur le chat. Moi, je pense que ça va être beaucoup plus partagé que ça, et que certes, Lille est favori, mais ça va être plus compliqué. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. On aura l'occasion de revenir sur ce derby la semaine prochaine, donc dans une émission qui sera quasiment dédiée à ce match. Donc on pourra échanger avec des collègues lensois. Donc s'ils acceptent nos invitations, on essaiera d'avoir le plus de monde possible, et on verra finalement les sentiments sur ces deux clubs, sur ce début de saison. On essaiera de partager tout ça avec nos collègues du forum, du chat et de Facebook. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette 6e émission d'Aliolos. Merci Georges, merci Mickaël, merci Erwan. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Vous avez vu, on s'est organisé pour pouvoir se contacter. Donc si vous êtes disponible, n'hésitez pas. Je voulais remercier toutes les personnes qui sont intervenues sur le chat de l'émission sur Twitch, les personnes qui sont intervenues sur le Facebook d'Allez le LOSC. Je voulais remercier les internautes du forum Allez le LOSC. Je voulais remercier bien sûr Arnaud à la réalisation, et Dieu sait si le début de l'émission était difficile avec les problèmes de chacun d'entre nous. Je voulais donc vous souhaiter à tous une très bonne semaine de trêve internationale. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Et bien sûr, allez le LOSC. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Salut.